Alors je n'ai pas l'habitude de commenter ce genre d'affaires, mais de toute évidence, ce qui s'est passé ce jeudi dépasse en amplitude et en horreur la catégorie du simple fait divers. Comme vous le savez, un homme muni d'un couteau a attaqué plusieurs personnes ce jeudi au bord du lac d'Annecy, faisant 6 blessés, dont 4 enfants, et dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on voit effectivement l'assaillant porter des coups de couteau à une femme ainsi qu'à un ou plusieurs bébés qui se trouvaient dans des poussettes. Et selon moi, cette affaire, c'est une véritable allégorie de l'état de la société française et des sociétés d'Europe occidentale en général. Solzhenitsyn avait écrit un jour que le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Occident d'aujourd'hui. Car qu'est-ce qu'on voit dans cette affaire ? En quelques mots, nous voyons un individu qui se trouve illégalement sur le territoire français en raison de la politique plus que permissive du gouvernement en matière d'immigration, et donc un individu qui s'attaque aux éléments les plus vulnérables d'une société, à savoir une femme, des enfants et une personne âgée. Et face à ce crime, nous voyons ensuite une absence de réaction de la part des témoins qui ne réagissent pas, qui n'ont aucun instinct de coordination, aucun instinct de survie, aucun instinct d'assistance à son prochain et qui ne font rien pour neutraliser ensemble un homme qui est certes équipé d'un couteau, mais qui n'est jamais qu'un seul homme, seul face à plusieurs témoins. Et face à ce crime, face à cette attaque par un élément indésirable contre les éléments les plus vulnérables de la société, nous ne voyons qu'une seule personne pour réagir au péril de sa vie, c'est ce jeune pèlerin catholique que la Providence a placé très certainement sur cette route, ce jour-là, à cet instant précis. Car oui, cette affaire, c'est vraiment l'allégorie de la France sous régime d'anarcho-tyrannie. Une France dont les citoyens honnêtes et vulnérables sont attaqués par des fous qui n'ont rien à faire sur le territoire, mais dont la présence est protégée et justifiée par les dogmes moraux de notre société ouverte. Mais cette France, c'est aussi et surtout une société fragmentée, frappée par un manque criant de cohésion sociale et caractérisée par l'aliénation de l'individu. Et comme dans l'affaire d'Annecy, les seuls éléments de la société à être encore capables d'apporter du lien, de la cohésion et de l'attention sincère à son prochain, ce sont les catholiques et plus généralement les personnes qui sont encore équipées d'un minimum de force morale et de sens civique. C'est pourquoi le comportement de ce jeune pèlerin, Henri d'Anselme, est vraiment admirable. Certains lui reprochent de ne pas avoir fait davantage, de ne pas s'être réellement battu directement avec l'assaillant. Mais lorsque l'on observe la vidéo de l'attaque, on voit bien que ce jeune homme n'a pas une grande expérience du combat ou de la bagarre de rue. Et c'est tout à fait normal, puisque tout le monde n'a pas cette expérience de la confrontation physique qui est nécessaire pour estimer notamment le degré de force et de dangerosité d'un individu hostile. Mais malgré ça, le comportement de ce jeune homme a été indiscutablement admirable, puisque malgré son désavantage et malgré le fait qu'il ait été tout seul à s'opposer aux migrants criminels, eh bien, Henri a mis sa vie en danger et surtout, il n'a pas lâché l'agresseur un seul instant. Il a cherché, au contraire, à l'éloigner de ses victimes en détournant son attention jusqu'à l'arrivée de la police. Là où beaucoup d'autres personnes, surtout des personnes qui le critiquent, auraient très certainement pris la fuite. Et donc oui, il faut vraiment posséder un sens moral et civique très élevé pour être capable d'agir de cette manière. Et ceci est en l'occurrence le résultat d'une éducation chrétienne. Alors bien sûr, je ne dis pas que seuls les catholiques sont capables de cela, et je ne dis pas non plus d'ailleurs que les catholiques ne peuvent pas eux aussi se conduire comme des lâches et de manière indigne, évidemment. Je dis simplement que la morale chrétienne est la base suprême de l'excellence civique, et qu'elle pousse l'homme à agir au service de son prochain et au service de la cité. C'est un devoir. Et bien sûr, évidemment, beaucoup de non-catholiques sont également capables de ces vertus de courage et de solidarité. Ce qui est vraiment choquant ici, c'est que Henri a été techniquement le seul à agir. Et ceci n'est pas normal. Ceci est extrêmement inquiétant et symptomatique d'une société profondément malade et divisée. Pire encore, on voit sur les images qu'il y avait de nombreux témoins qui, hormis appeler peut-être la police, ce qui est une bonne chose, n'ont rien fait, ni pour essayer de neutraliser l'assaillant à plusieurs, ni pour aider le jeune Henri. Au contraire, on voit dans la vidéo un jeune homme qui se trouve sur un toboggan juste au-dessus du criminel, et au lieu de chercher à apporter son aide, ou voire même de sauter sur l'agresseur, eh bien, ce jeune homme prend la fuite d'une manière extrêmement étrange, bizarre et dérangeante, puisqu'il s'enfuit en glissant littéralement du toboggan, ce qui donne une dimension très malsaine, en fait, très
étrange à cette scène. On voit également une femme qui passe devant la scène en faisant son footing et qui ne semble même pas remarquer qu'une femme et des enfants sont en train de se faire poignarder à quelques mètres de là. Alors certes, en ce qui concerne la femme qui fait son footing, en plus de ça elle avait un casque sur les oreilles, mais quand même, on peut comprendre et excuser dans la mesure où on n'attend pas des femmes qu'elles s'interposent physiquement dans ce genre de situation. Ça c'est normalement le rôle des hommes. En revanche, s'il se trouvait d'autres témoins masculins de cette scène, eh bien clairement leur inaction est inexcusable. Car clairement, juste appeler la police, ça ne suffit pas. Quand on a une situation pareille, je suis désolé, en tant qu'homme, il faut d'un seul coup d'œil se réunir pour agir et essayer de porter assistance aux victimes. Et cette inaction montre malheureusement la fragilité et la vulnérabilité de l'anthropologie française, corrompue par plusieurs décennies de déconstruction libérale et gauchiste, accompagnée d'une déchristianisation qui a détruit le sens civique et moral chez beaucoup de concitoyens. Les réactions à cette affaire sont elles aussi symptomatiques. Tout d'abord, la réaction du régime, qu'il s'agisse des médias mainstream ou du gouvernement. Cette réaction est très intéressante puisque les agents du régime se sont empressés de faire de très étranges et inopportuns reproches envers ceux qui osaient partager la vidéo de l'attaque sur les réseaux sociaux en rappelant que la loi interdit de relayer des scènes de violence qui peuvent être traumatisantes pour les enfants ou que sais-je. Tout ceci est ridicule et il est évident que cette réaction avait pour but de reprendre le contrôle du narratif et de contenir la colère du public. Colère qui est forcément toujours plus vive lorsque le public voit le crime de façon concrète et non pas au travers de multiples billets de presse dans la rubrique des faits divers. Nous savons parfaitement que depuis plusieurs années, les démocraties d'Occident se méfient énormément du pouvoir des réseaux sociaux, en particulier de Twitter, tout simplement parce que ces outils numériques rendent difficile pour le régime de contrôler un narratif, quel qu'il soit, et de l'imposer à la population comme étant la vérité, la réalité. Et je passe ici sur les débats ridicules autour de la prétendue récupération politique de cette affaire, accusation désormais systématique de la part du régime et de la gauche, alors que eux-mêmes ne se privent évidemment pas de se livrer aux mêmes indignations et récupérations lorsqu'il s'agit de défendre leur vision du monde. Ensuite, il y a les réactions très diverses de l'opinion publique et des observateurs politisés. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est que beaucoup de gens, à droite comme à gauche, ont cherché à développer d'étranges théories en ce qui concerne les protagonistes de l'attaque. Dans un premier temps, lorsqu'il a été communiqué que l'agresseur était un Syrien de confession chrétienne, ce qui est pour l'instant pas encore tout à fait confirmé, mais c'est ce qui semble être le cas, eh bien, nous avons vu dans le public de gauche et dans une partie du public multiculturel une sorte de réjouissance malsaine consistant à se moquer des droitards qui étaient déjà convaincus qu'il ne pouvait s'agir que d'une attaque islamiste ou d'un énième crime commis par un migrant musulman. Pourtant, il y a évidemment de quoi se poser des questions quant au parcours de ce Abdelmassir, puisque des rapports de presse venus de Suède et de la région d'Annecy laissent entendre que personne ne le connaissait dans la communauté syrienne catholique locale. De plus, des enquêtes par le passé ont montré comment des responsables d'ONG en lien avec les migrants enseignent littéralement à ces derniers de mentir aux autorités et de se présenter comme étant des chrétiens persécutés afin de faciliter leur installation en Europe en tant que demandeurs d'asile. Donc c'est une possibilité aussi. Ensuite, nous avons vu beaucoup de gens, notamment dans la nouvelle opinion publique, développer une théorie du complot consistant à dire qu'il s'agissait en réalité d'une opération sous faux drapeau. Alors même si ces théories sont outrageusement ridicules en l'espèce, il faut bien se dire que nous avons ici affaire à des gens qui ne font que réagir de façon excessive à la désinformation de masse opérée depuis longtemps par le régime. Bien sûr, les complots existent. Par exemple, il y a eu ces dernières années, ou plutôt ces 2 dernières décennies, beaucoup d'affaires extrêmement troubles, du 11 septembre jusqu'à l'affaire Charlie Hebdo, je suis le premier à le dire. Mais en même temps, il semble que beaucoup de personnes aient du mal à garder le bon sens en fait sur ces questions-là. Et donc il y a une tendance de plus en plus marquée depuis quelques années vers un complotisme délirant, un peu de style Silvano Trotta ou QAnon, consistant vraiment à remettre en cause absolument toutes les versions dites officielles. Ça conduit au final à tout simplement nier la réalité elle-même. Donc ce complotisme-là est quand même assez problématique. De leur côté, les journalistes de gauche et autres militants antifascistes ont aussi développé une littérature teintée de complotisme, sans doute parce qu'ils étaient déçus d'apprendre que la seule personne qui soit venue au secours des victimes était un jeune catholique, animé en plus de ça de sentiments patriotiques
très affirmée. Depuis lors, ces journalistes de gauche et ces militants antifascistes se sont employés à examiner avec minutie le moindre propos d'Henri et ont conclu qu'il ne pouvait pas être présenté comme un héros puisqu'il est un catholique réactionnaire d'extrême droite. D'autres encore, plutôt dans le camp de la nouvelle opinion publique, encore une fois, ont crié à la manipulation médiatico-politique en vue de détourner l'attention de la population sur la controverse de la réforme des retraites. Donc tout ceci, selon eux, ne serait qu'une machination de l'appareil politique d'État pour faire oublier la réforme des retraites. Là encore, toutes ces réactions sont symptomatiques de notre société névrosée et fracturée. Comme d'habitude, chacun a sa théorie du complot, chacun a sa façon de vouloir brouiller le réel avec sa subjectivité. Et l'un des grands drames de notre temps, c'est que les gens semblent avoir des difficultés à accepter que le mal existe, tout simplement. Le mal existe et il se manifeste à des degrés divers dans n'importe quel milieu humain. Le mal existe, les fous existent, les psychopathes existent et il n'y a pas besoin de chercher des complots là où il n'y a que la manifestation du mal et de la folie. Et d'ailleurs, de nombreuses études montrent que beaucoup de migrants clandestins, et même de migrants tout court, sont atteints de troubles psychiatriques graves. En particulier ceux qui viennent de pays en guerre ou de sociétés très instables, et ces gens-là importent donc chez nous des facteurs de dangerosité et de désordre social que la société française ne devrait évidemment pas avoir à assumer. On compte, dans une de ces études, jusqu'à 30 à 35% de cas parmi ces populations. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ces gens fuient des guerres qui ont été très souvent soutenues par les derniers gouvernements occidentaux que nous avons eus donc en Europe, aux États-Unis, également en France, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre en Libye, enfin le conflit, la guerre civile en Libye, tous ces conflits-là, on sait très bien que le gouvernement, par exemple Sarkozy, ensuite le gouvernement Hollande, systématiquement ont soutenu les islamistes face à des régimes légitimes, le régime de Bachar al-Assad, le régime de Muammar Kadhafi. Donc nos régimes en Occident ont soutenu les islamistes, présentés comme des gentils révolutionnaires, et ont donc contribué au saccage de ces pays, générant donc ces vagues de migrants gigantesques, ces gigantesques vagues de migrants vers l'Occident, vers l'Europe en particulier. Et voilà, depuis 10 ans, c'est ce que nous subissons. Depuis maintenant plus que 10 ans même, l'explosion de la criminalité liée à ce type de population est liée évidemment à ce que ces populations ont vécu elles-mêmes dans leur pays. Et s'explique aussi, bien sûr, par le laxisme, si vous voulez, de l'État en matière de justice et en matière de répression du crime. Le problème, c'est qu'évidemment, la société française n'a pas à assumer les complicités criminelles des responsables politiques. Alors, d'une certaine façon, nous avons à l'assumer dans la mesure où une majorité de votants a choisi d'élire ces personnes pour qu'elles soient à la tête de l'État. De plus, la multiplication quotidienne du crime en France et sa diffusion tout aussi exponentielle dans les médias et sur les réseaux sociaux ne fait que augmenter ce désagréable sentiment de colère et d'impuissance au sein de la population, sentiment qui conduit trop souvent à des impasses regrettables mais compréhensibles. En tout premier lieu, le désespoir, mais aussi l'aliénation sociale, ou encore ce que j'appelle l'esprit monocausal, c'est-à-dire cette façon de penser très superficielle qui consiste à se focaliser sur une seule classe de phénomènes et d'en faire la cause suprême ou unique de tous les malheurs de la société. Par exemple, à droite, le monocausalisme se focalise, par exemple, sur l'immigration et l'islam, qui serait donc la base de tous nos problèmes. Tandis qu'à gauche, et plus spécialement chez les gauchistes et les libéraux, qui sont encore bloqués dans le paradigme de la guerre froide, c'est l'extrême droite ou le fascisme qui constitue l'origine de tous les maux et de toutes les injustices sociales. Et nous autres catholiques avons l'avantage de notre foi et de notre formation, laquelle nous aide à discerner et à hiérarchiser les causes, et surtout à se rappeler que l'origine du mal dans la société résulte en grande partie bien sûr de la faute originelle, ainsi que de l'action des forces de l'enfer. Et à partir de là, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi le mal se manifeste davantage au sein de certaines sociétés, de certains systèmes de valeurs, ou de certaines configurations sociales ou individuelles. D'ailleurs, on remarque que, notamment dans les réactions des libéraux et des gauchistes par rapport
au fait que Henri soit un chrétien revendiqué, un catholique et un patriote également, on voit aussi une haine de la transcendance, qu'il s'agisse de la spiritualité chrétienne en elle-même, mais aussi d'une autre forme de spiritualité en quelque sorte, qui est celle de l'esprit national, de l'esprit du sentiment patriotique. On voit vraiment se manifester de la part des gauchistes et des libéraux une véritable révulsion de ce caractère-là chez Henri. Mais justement, nous vivons aujourd'hui dans une configuration sociale dont le système de valeurs conduit à l'érosion de la morale, de la justice et des solidarités naturelles. Ce même système, en réponse, favorise donc le crime, l'égoïsme et l'injustice. Et c'est contre cela, je pense, qu'une partie croissante de la société civile s'élève, souvent d'ailleurs sans comprendre les causes systémiques qui rendent possible un tel délitement social. Et je précise ça parce que j'estime qu'il ne faut pas être trop sévère avec cette catégorie de personnes qui cèdent au complotisme délirant, je veux dire, ou à l'esprit monocausal, parce que ce sont généralement des réactions à un régime qui pratique en permanence l'art du mensonge et de la manipulation. Donc il ne faut pas s'étonner qu'en réponse, nous ayons des comportements, des visions du réel très excessives ou très exagérées, voilà, chez certains de nos concitoyens. Ce qu'il faut conclure de cette affaire lamentable, c'est donc qu'une fois encore, nous sommes soumis au cycle infernal d'une actualité constituée de scandales et de faits divers horribles, sur laquelle nous n'avons pas de prise concrète, puisque nous ne possédons pas le pouvoir politique. Le pouvoir que nous possédons en revanche, pour l'instant, c'est avant tout un pouvoir spirituel en tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que simple laïc, et plus encore pour les personnes consacrées. Et ensuite, nous avons encore un pouvoir civique relatif qui nous permet tout de même d'agir dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux ou mieux encore dans la vraie vie. Et je crois que c'est l'une des belles leçons de ce drame, puisque la Providence a permis que le christianisme ne soit pas entaché par cette affaire, ce qui aurait beaucoup réjoui les gauchistes et les libéraux. Le christianisme n'a pas été entaché grâce à l'intervention courageuse et providentielle du pèlerin catholique Henri d'Anselme. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui que le pronostic vital des victimes de l'attaque n'était désormais plus engagé grâce à Dieu. Je crois que ce que cette affaire montre réellement, c'est l'état de faiblesse et de dérèglement et d'atomisation de notre société. Encore une fois, il faut refuser l'esprit monocausal. Et je ne suis pas de ceux qui expliquent tous les phénomènes sociaux par un seul phénomène. Le problème de ce pays, ce n'est pas juste l'immigration, ou le gauchisme, ou le libéralisme, ou l'islam, ou l'étatisme, ou l'extrême droite. Non, en réalité, ce pays se délite sous le poids d'un entassement de problèmes, dont l'une des causes suprêmes est en effet la déchristianisation, d'où dérivent ensuite des causes secondaires. Que ce soit le libéralisme, le laïcisme, le socialisme, l'immigrationnisme, tout ceci, ce sont des causes secondaires parce que nous avons abandonné un système de valeurs chrétien qui permet justement d'équilibrer les comptes dans la société, d'accomplir la justice sociale. Et tant que nous n'aurons pas imposé les principes suprêmes du catholicisme au sommet de l'État, il est clair que ce dernier restera aux mains d'une classe dirigeante foncièrement hostile aux intérêts moraux et matériels de la nation. Et par conséquent, nous resterons la proie de la fragmentation sociale et de toutes ces manifestations publiques, qu'elles viennent du régime, ou de la gauche, ou des médias oligarchiques, ou des éléments exogènes au sein de notre société. Et donc, très simplement, nous devons continuer notre combat pour le Christ et nous inspirer de la simplicité courageuse du pèlerin Henri. Par nos actes et par nos paroles, nous avons la possibilité d'inspirer des milliers de citoyens français en les éloignant du désespoir et de l'aliénation, en agissant nous-mêmes de façon exemplaire dans la cité, quand nous le pouvons. Et par exemplaire, je veux dire par là que, par nos actes et nos paroles, nous pouvons et nous devons faire en sorte d'être des modèles, c'est-à-dire des modèles que les gens de bonne volonté voudront imiter, dont ils voudront s'inspirer, comme nous-mêmes nous devons chercher à imiter les vertus du Christ et des saints. Je vous remercie, à très bientôt.